Je m'appelle Nathan Morel, je suis président de l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles qui vous accueille ici ce soir dans le cadre des rencontres Michel Serres. Moi je viens de Cauzac, peut-être que certains connaissent. Ça vient du pays de Serres, rien à voir avec Michel, mais en tout cas le jeu de mots est sympa donc je voulais le faire. Voilà. Alors pourquoi on se retrouve ici ce soir? Parce que nous, après tout, qu'est-ce qu'on a à voir avec Michel Serres? C'est vrai que c'est une très bonne question, peut-être que vous voulez te poser déjà. Moi, je voulais vous dire que l'éloquence, savoir prendre la parole en public, c'est un enjeu important, nous qui voulons justement œuvrer pour l'égalité des chances. C'est le mot clé et c'est notre engagement principal. Alors, ça fait 3 éditions et au début, on s'est dit, on va proposer ce format-là justement parce que c'est un format qui est très cantonné à Paris. Moi qui ai fait mes études, j'ai vu beaucoup de concours d'éloquence, etc. Ça marchait très bien, mais après, ailleurs qu'à Paris, là, c'était un peu le grand vide. Et donc on s'est dit quand même, mais ça serait peut-être bien quand même de le diffuser ailleurs quand même. Il y a quand même des bonnes idées qui peuvent être dépliquées. Et donc c'est ce qu'on a proposé aux rencontres. Et puis pourquoi un concours d'éloquence aussi? Parce que prendre la parole en public, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les 10 lycéens que vous allez accueillir ce soir, ils ont entre 16 et 18 ans. Ils s'exprimeront là, devant un public de quasiment 550-600 personnes. Je ne sais pas si on aurait tous été capables de le faire à leur âge. Voilà, donc je pense qu'on peut déjà les applaudir. Et le mot-clé, c'est qu'ils aient confiance en eux, parce que la confiance en soi, c'est extrêmement important dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle tout court aussi. Et puis, s'exprimer en public, c'est une compétence qui est de plus en plus valorisée parce qu'elle est aussi discriminante. Peut-être que vous le savez, il y a eu une réforme du bac il n'y a pas longtemps et du coup, en terminale, on a ce qu'on appelle un grand oral. Ensuite, pour intégrer des licences, des formations X ou Y, on passe des oraux, souvent. Pour son premier emploi, on passe des oraux aussi, puis les autres emplois d'ailleurs aussi. Dans la vie personnelle, c'est important aussi de savoir s'exprimer. Et malheureusement, les jeunes ruraux, ils n'ont pas forcément l'occasion aussi de pouvoir s'entraîner sur cette compétence. Donc c'est pour ça qu'on voulait leur offrir cette occasion ce soir. Et puis pourquoi on le fait ici ce soir? Après tout, on aurait pu le faire ailleurs. Parce que l'équipe des rencontres Michel Serres voulait attirer les jeunes de tout le département. Et donc, quand j'ai proposé ça à David Jays en 2022, il a dit top là, on fait ça. Et ce soir, pour notre 3e édition, on remplit le théâtre. Donc c'est une grande fierté pour nous. Voilà. C'est donc pour ces raisons que vous êtes là, on est là ce soir. Et sans plus tarder, j'accueille Tommy Menadi qui va vous présenter le déroulé de la soirée. On peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Éteignez vos téléphones et préparez-vous à une soirée pleine de merveilles. Oui, grâce aux performances de nos 10 orateurs venus de tout le Lot-et-Garonne, de 8 lycées différents, qui viennent ici pour discourir sur une citation de Michel Serres. Cette année, la paix est à l'honneur, et c'est malheureux. Car, à cause des discours de nos orateurs, vos esprits ne connaîtront pas la paix, troublés par tant de talent, troublés par un si bel usage du français. Nos candidats auront 4 minutes de discours pour vous faire pleurer, pour vous faire rire. Ils vont nous montrer que oui, dans le Lot-et-Garonne, nous savons discourir. Ils vont également avoir 1 minute pour répondre à une question du jury. Vont-ils être poétiques, laconiques? Nous le verrons bien. Je vous invite donc à faire preuve d'un immense respect pour nos lycéens qui vont discourir, pour la première fois pour certains. Et surtout, de faire un maximum de bruit pour les soutenir et les féliciter dans ce théâtre rempli de gens bienveillants. Mais ce n'est pas tout. Après les brillantes prestations de nos orateurs, le jury se retirera et nous en profiterons pour patienter. Et pour patienter, nous avons préparé une surprise. Et le concours finira par la remise des prix à nos orateurs. Et nous connaîtrons avec stupeur qui sont les 3 orateurs lot-et-garonnais qui vont partir représenter notre beau département au niveau régional et peut-être au niveau national. Merci. Et sans plus tarder, on va commencer à accueillir nos membres du jury. Nous avons le plaisir d'avoir une habituée des théâtres. Membre de la compagnie Le Bruit des Ombres, elle est metteuse en scène, professeure de théâtre et comédienne. Nous avons le plaisir d'accueillir Vladia Merlet.
Mais que serait un théâtre sans lumière? Et voilà une transition toute trouvée pour accueillir le directeur de Fonroche Lightning et ancien directeur du SUA, Laurent Lubrano. Au quotidien, les gens l'appellent maître, car elle est fraîchement avocate. Mais je préfère l'appeler Madame la Présidente, car c'est bien elle qui est à la tête de notre Fédération nationale des territoires aux grandes écoles, qui regroupe aujourd'hui 60 départements comme le nôtre. Je vous prie d'accueillir Margot Lecoeur. Et comme Michel Serres, il est l'un de ceux qui jonglent le mieux avec les sciences dures et la philosophie. Vulgarisateur de talent comme Michel Serres, il s'adresse au grand public et peut-être que son visage vous est familier. Parrain de la première édition des rencontres Michel Serres en 2021, il revient ce soir pour notre concours d'éloquence. Je vous prie d'accueillir Monsieur Étienne Klein. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer à accueillir notre premier orateur. J'appelle donc Thomas Mathizen du lycée Lot-et-Bastide. À propos de sa citation, chaque fois que je me regarde dans la glace le matin, que je me rase, je me dis « Michel, nous sommes en paix ». Je suis en paix, car je vole. Pendant que l'air caresse ma peau, une euphorie m'envahit. En apercevant l'ombre de mon corps flottant sur les nuages, j'écarte les bras et j'inspire. Une volonté subconsciente m'invite à contempler la beauté qui m'entoure. Je pourchasse le temps, rattrapant l'aube. Mais je me demande, suis-je mort? Non, impossible, car je suis en liberté et en paix. À peine ces pensées formulées, je me réveille sous l'influence de l'univers qui me ramène à la réalité. Pourquoi ai-je rêvé cela? Il est tard et ma conscience me joue des tours. Je dois me rappeler qui je suis avant que je ne l'oublie. Je cours vers la salle de bain, me heurtant au noir, puis je trouve la poignée. J'allume la lampe et me vois dans le miroir. Qui suis-je vraiment? J'y réfléchis pendant quelques secondes. Je suis Thomas et je suis... Suis-je heureux et en paix comme dans mon rêve? Cette question résonne profondément et je sens que je ne suis pas seul à l'affronter. La paix intérieure est-elle un état inné de l'homme ou un idéal à atteindre dans ce monde chaotique? Si dans le rêve je vis la liberté et l'harmonie, pourquoi une fois réveillé ressens-je le doute? Peut-être que cette quête de paix est un voyage à la fois collectif et individuel. Quelle force intérieure et extérieure nous pousse vers l'agitation? Comment, malgré les défis, choisir la paix? Après ce rêve étrange, je me sens extrêmement triste. Je regarde autour de moi. Je ne suis plus dans un monde de rêve. La réalité me frappe. Les guerres déchirent des peuples. Les combats entre nations nous rappellent à quel point l'homme peut être capable de violence. Des conflits sans fin. Des luttes de pouvoir qui détruisent des vies. Des familles qui bouleversent des générations. Comment être en paix dans ce tourbillon? Comment échapper à la brutalité qui semble ancrée dans notre nature? Et au-delà de ces batailles, les signes de la dégradation de notre environnement se multiplient. Comment écho à notre indifférence? Incendie, tempête, sécheresse. Un monde qui se transforme sous l'effet de nos actions, de nos négligences. Dans tout ce chaos, où trouver un refuge? Chercher la paix? Eh bien, il faut chercher. Il faut chercher quelque part très loin au fond de nous. Imaginons un instant que la paix soit un chant ancien, inscrit dans le cœur de chaque être humain. Dans le silence de notre esprit, cette mélodie résonne, douce et apaisante. Elle nous rappelle qu'au-delà des tumultes du monde, des bruits et des angoisses, nous découvrons cette étincelle de paix qui attend d'être éveillée. Cette fois-ci, je comprends que je dois être fort, que le monde connaîtra ses problèmes et que le meilleur que je puisse faire, c'est être heureux et essayer de pousser le monde autour de moi vers le positif. Cette fois-ci, face au miroir, je commence à me retrouver. Je souris car dans mon reflet, je reconnais les yeux et les oreilles de mon père,
le nez et la bouche de ma mère et les traits qui me lient à mes frères. Et cette gentillesse que j'ai, je l'ai héritée de ceux qui me protègent, qui, de là-haut, veillent sur moi. Je réalise alors que je suis rempli d'amour. Pourtant, le chemin vers cette paix est souvent obscurci par le passé, par des regrets ou des non-dits. Un être cher qui est parti, à qui nous aurions voulu dire au revoir une dernière fois. Et comment vivre en paix avec cela ? Nous grandissons dans un monde où la colère et la rivalité semblent parfois régner, tant entre familles qu'entre nations. Chaque conflit, chaque affront écrit une histoire différente de notre nature humaine. Alors je me demande pourquoi ce doute entre paix, joie, regret et tristesse. La conscience humaine est à la fois tragique et miraculeuse dans notre évolution. Nous sommes des créatures uniques, conscients de notre existence. N'est-ce pas là notre plus grand paradoxe ? Nous sommes les seuls à nous poser cette question. Sommes-nous heureux et en paix ? En me regardant dans le miroir, je ne sais pas. Mais ce que je sais totalement, c'est que le doute est une clé qui nous permet de choisir. L'amour que nous portons est notre volonté de vivre et qui construisent notre joie et notre paix. Car dans ce vaste vide, il y aura toujours une lumière. Comme une planète dans l'espace, notre essence brille et triomphe malgré l'obscurité. Cette fois, le miroir me répond. Il me dit, un jour tu comprendras l'essence de ta vie et tu réaliseras que tu es en paix. Merci beaucoup. Petite question, très simple. Que fais-tu toi chaque jour pour être un peu plus en paix avec toi-même, un peu plus chaque jour ? Eh bien, je pense que cette question, je pense que ça va être personnel pour tout le monde. Pour moi, personnellement, ce que j'adore, c'est la solitude. J'aime bien aller dehors, marcher, être dans la nature et vraiment tout seul parce que c'est là que je me rends compte qu'en moi, il y a cette petite voix qui me dit que je trouverai la paix un jour. Bon, je l'ai déjà, je pense. Mais voilà, ça me pousse à vouloir aimer le monde, être en paix, profiter tous les jours. Voilà. Merci Thomas. Le second orateur que vous allez entendre nous vient du lycée Val-de-Garonne de Marmande. Il est en classe de terminale. J'appelle Titouan Rochefort. Titouan qui va discourir sur la citation suivante. « Si l'homme risque de détruire la planète, c'est parce qu'il a oublié son histoire, qui est commune avec la nature. Nous sommes des animaux, cessons de parler des non-humains, cessons de parler de l'environnement, comme si nous étions au centre de l'univers. » Salut Thierry! Ça va, tu passes une bonne soirée? Ah ben c'est clair, c'est un bon moment, hein. Le public et le jury ont l'air très sympathiques. Non, franchement, ça va. On a l'air de passer tous une plutôt bonne soirée. On est bien, quoi. Un peu trop à mon goût, d'ailleurs. Je trouve ça cocasse. Pour des gens qui font partie de la 6e extinction de masse, je nous trouve assez détendus. C'est la fin du monde? Oh, ben, resserre-moi une pinte. Je comprends, hein, c'est normal. On est blasé. Je comprends parfaitement. Moi, je me disais pareil il y a 2-3 ans. De toute manière, ça sert à rien. L'humain est trop bête pour se sortir du trou dans lequel il s'est fourré. C'est déprimant en plus. D'un côté, on a le gouvernement qui nous dit « Mais si on fait des efforts, ça va aller !» Enfin, surtout vous, la classe moyenne. Hein. Les entreprises financent nos campagnes, donc vous comprenez. Et de l'autre côté, le GIEC. Les gars, si on n'agit pas, dans 5 ans, c'est mort. La planète est décédée, dégâts irréversibles. On va à 4,7 degrés au-dessus par rapport à l'ère industrielle. Bye bye le Bangladesh, bye bye le Tuvalu, au revoir les îles Fidji et Amsterdam. Avec tout ça, on a un peu envie de se dire, bah c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Vu le peu de progrès fait dans la réduction des gaz à effet de serre, même en faisant des actions, Amazon et compagnie sabotent tout mon travail.
Et en plus, moi, je viens te répéter ce qu'on nous dit déjà à longueur de temps. C'est lassant au bout d'un moment. La majorité des gens en ont simplement marre qu'on leur rabâche constamment, qu'on est des extrapollueurs, qu'on devrait avoir honte et que tout est horrible. Et Thierry, tu vas me dire, mais on n'y peut rien, nous. C'est la faute des gouvernements et des grandes entreprises. Et tu as parfaitement raison, Thierry. Faut qu'ils s'y mettent aussi. Sinon, on va jamais sauver la planète. J'aime bien cette expression, sauver la planète. Surtout qu'on nous dit qu'on va la détruire, la planète. Et déjà, la grosse incohérence. Vous êtes mignons. On a un peu le melon, nous les humains. Comment ça, la planète va disparaître? Je t'arrête tout de suite, Thierry. Gaïa, on lui fait un peu mal pendant 2-3 siècles. Dans 10, 100 000 ans max, c'est réparé. Celui qui va pas survivre, c'est toi, moi, eux, tout le monde. Quel ego, sincèrement. On est ridiculement petits. Arrêtons de nous prendre pour des dieux. On est des animaux comme les autres, juste avec des pouces opposables et une conscience de nos actes. La nature est beaucoup plus grande et puissante que nous. Parce que bon, je te prie de m'excuser Thierry, mais entre moi, petit adolescent de 17 ans, qui consomme de l'énergie fossile, avec donc de l'électricité pour jouer à Mario Kart, et la montée des eaux qui fait couler la moitié du Bangladesh, je me dis que Mère Nature est un petit peu sensible sur les bords. Mais bon, c'est ici qu'il faut accepter notre condition humaine et voir les problèmes qu'il faut régler. Grosso modo, si on ne compte pas l'État, il y a environ une centaine d'entreprises qui sont responsables de la globalité de nos emmerdes. Et au niveau de l'État, les gouvernements actuels et les grandes entreprises, c'est une grande histoire d'amour. Les deux se financent plus ou moins mutuellement, quoi. Et nous, devant ces géants, on se dit qu'on est trop petit, qu'on est trop isolé, qu'on ne compte pas. Donc on se dit à quoi bon? Eh bien moi, je dis non. Non au à quoi bon. Parce que c'est à grands coups de à quoi bon que les générations précédentes ont réduit l'espérance de vie des suivantes. Mon objectif, là, en te parlant, c'est pas juste de te convaincre toi, Thierry. C'est de convaincre ma génération de briser le cycle. Et de convaincre les précédentes de faire de même. Alors, s'il vous plaît, oui, vous, là, parce que je parle pas qu'à lui, disons non au à quoi bon. On va avoir besoin de la participation de tout le monde. Vous êtes les premiers à hurler quand un joueur de foot joue perso. Alors, s'il vous plaît, faisons de notre mieux pour trouver des moyens de jouer collectif avec notre pays et avec les autres pays dans le monde. Toi qui m'écoutes, toi qui fais partie de ma génération ou même de celle d'avant, peu importe ton domaine d'expertise, on peut trouver des solutions, mais on doit tous s'y mettre. Le local, la politique générale, dans les entreprises. On doit se motiver pour trouver les bonnes solutions. Donc, s'il vous plaît, on se serre les coudes, on essaie. Bravo déjà. Ça va mieux, non? Merci. Pourquoi tu as choisi le ton du dialogue et un peu de l'humour pour aborder ce sujet? Je pense que l'humour est la meilleure des armes pour faire passer un message et, comme disait Chaplin, une journée sans rire est une journée de perdu. Bravo, bien dit. Merci Titouan. Nous accueillons donc notre troisième candidate, Juliette Morel, du lycée Georges Sand à Nérac. Elle va discourir sur la citation « On est beaucoup plus en paix qu'on ne le croit ». Ouais. Attendez. Non. Ok. C'est bon. Ok. Ouais. Ok. Vous vous souvenez, quand on était enfant et qu'on se disputait avec nos camarades dans la cour de récréation,
Ça se terminait souvent par « on fait la paix ». Enfant, on en est capable. Plus on grandit, plus c'est compliqué. Adulte, ça craint, il y a la fierté. Et quand vengeance devient violence, on va parfois jusqu'à se faire la guerre. La guerre. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, Palestine contre Israël, Russie contre Ukraine, et j'en passe. À la radio, aux infos, à la télé, dans les journaux, ils en parlent tout le temps. Guerre, attentat, guerre et re-guerre. Encore et toujours, aujourd'hui, dans longtemps, hier et demain, en tout temps, on se fait la guerre, on s'accuse et on se donne des coups. D'après le philosophe Michel Serres, autrefois, le tragique et la mort étaient les moteurs de l'histoire. On était en guerre perpétuelle. Puis, il y a eu le bombardement d'Hiroshima. Cet événement a été le paroxysme de la violence et de la tuerie. Il a provoqué une coupure. On entrait dans un nouvel âge. Cela peut paraître surprenant, mais d'après Michel Serres, les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps de paix. La violence dans laquelle nous sommes n'est pas du tout celle qu'on croit. On est donc beaucoup plus en paix qu'on ne se l'imagine. J'ai maintenant une question à vous poser. Faire la paix, n'est-ce pas en premier lieu faire la paix avec soi-même ? Est-ce qu'en étant en paix avec soi-même, on peut voir la beauté du monde et pas seulement ses horreurs ? Alors, la voilà, la solution pour la paix dans le monde ? Des humains ni meurtris, ni tourmentés, ni torturés, des humains sereins, en paix avec eux-mêmes. Dans Star Wars, ils avaient tout compris. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je me souviens de la première fois où, en me regardant dans le miroir, je me disais, les yeux dans les yeux, « Juliette, tu n'es pas jolie. Pas jolie du tout. » Comment j'en étais arrivée à penser ça de moi ? Je n'en ai aucune idée. Chère audience, ose. Ose t'aimer, ose profiter et apprécier l'instant présent. Car hier est derrière, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Nous sommes égaux, pas égoïstes. Et c'est dans cette égalité qu'on a le droit de s'aimer. Semer l'amour, tout réparer à l'abordage d'une nouvelle vie. Une vie où l'on cultivera le bonheur, où l'on rira comme des fous. À ceux qui râlent, on dira qu'on s'en fout. On oubliera tous ces gens faux, ceux qui nous disent sans arrêt qu'il faut. Alors, mesdames et messieurs, en rentrant chez vous ce soir, regardez-vous dans le miroir et faites-vous, s'il vous plaît, des compliments sincères. N'ayez pas peur du ridicule. Dites-vous en souriant, je suis quelqu'un de bien. Aimez-vous, je vous en supplie, aimez-vous. Aujourd'hui, si vous me le permettez, je souhaiterais servir d'exemple. Il serait injuste de vous demander de faire la paix avec vous-même si celle qui vous en fait la demande en est incapable. Cher jury, cher public, c'est devant vous ce soir que je me réconcilie avec mon moi du passé dans l'espoir d'évoluer. Alors, je replonge dans le passé. Je suis de nouveau devant ce miroir, je me regarde dans les yeux, c'est maintenant, c'est le moment. Face à moi-même, je m'excuse. Juliette, ma petite Juliette, tu es merveilleusement belle. Pardon pour le mal que je t'ai fait. Ça commence avec moi aujourd'hui, ça commence avec vous aussi. Chacun d'entre nous y sera pour quelque chose. Ensemble, mesdames et messieurs, nous allons changer le monde, avec une pincée de paix et un soupçon d'amour. Merci.
On me dit que c'est à moi, mais en fait, je ne sais pas quoi dire. Mais est-ce que tu penses que si tout le monde était heureux, il n'y aurait plus de guerre? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de jouissance à combattre, à affronter un adversaire, la mort? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je confirme que je peux répéter la question. Ce qui me donne d'ailleurs le temps de la changer, parce que j'ai un peu réfléchi. Non, est-ce que tu es sûr que si tous les humains étaient heureux, la paix serait garantie? Est-ce qu'il n'y a pas, chez certains en tout cas, une jouissance de la guerre? Pour moi, chez chaque personne, même celles qui ont une guerre intérieure, qui pourraient être les plus aptes à faire de la violence, pour moi, ils peuvent arriver à faire la paix en eux, peut-être si on les y accompagne, peut-être que soit eux-mêmes, ils peuvent ne pas y arriver, mais avec de l'aide, ils peuvent le faire, certainement. Et pour moi, oui, si tout le monde était vraiment en paix et d'accord avec ça, on serait en paix dans le monde, oui. Voilà. Bravo Juliette. Notre 5e candidate, Faustine Garbino du lycée de Bodre à Agen. Qui va discourir sur la citation « Imaginons un monde où les hommes ont cessé de se faire la guerre ». En 2014, j'avais 7 ans. Et c'était le début de l'opération Barkhane. On regardait tous les images de ces soldats français tirés sur leurs ennemis. Mais moi, j'étais toute jeune, alors j'avais peur du bruit, des détonations. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, l'opération est terminée. Et je regarde Top Gun en me disant « Mais waouh, ils sont trop classe les types à se lancer des trucs qui font beaucoup de bruit et beaucoup de fumée avec leurs avions. » Ouais, ben j'ai beaucoup grandi, quoi. Mais ce soir, imaginons un monde où cette petite moi n'aurait pas eu peur des coups de feu. Et surtout, n'aurait pas eu peur de la guerre. Imaginons un instant un monde où les hommes ont cessé de se faire la guerre. Alors là, je suis censée vous demander si vous êtes partant. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas le choix. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, imaginons. Imaginons un monde où plus aucun enfant de 11 ans n'aurait à traverser seul son pays en guerre pour trouver refuge ailleurs. Imaginons un monde où nous ne verrions plus les images d'un bébé décapité ou d'un homme immolé par le feu parce qu'il vivait au mauvais endroit, au mauvais moment. Imaginons un monde où, au lieu que les trains mènent des innocents vers la mort, ils les mènent vers l'utopie. C'est merveilleux, pas vrai? J'espère que vous souriez comme moi à cette pensée. D'un monde où plus personne ne souffrirait, plus personne ne mourrait, parce que certains ont décidé que vous n'aviez pas votre place sur Terre. Alors, maintenant que nous avons imaginé ce monde, imaginons comment le créer. Faisons-nous pour ce soir les architectes de la paix. Imaginons d'abord les moyens que nous connaissons tous aujourd'hui pour faire la paix. Les armistices, par exemple, dont un que nous célébrons ce lundi. Ou alors les traités, comme celui de Versailles en 1919. Or, ont-ils tous réellement fonctionné jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne célèbre plus autant l'armistice. Et si on l'attend, c'est surtout parce que c'est un jour férié. Et puis c'est clair que le traité de Versailles a vachement été utile à l'Europe pour ne pas retourner en guerre 20 ans plus tard.
Alors, il est peut-être temps d'imaginer quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent, je le tiens d'une idée que j'ai jamais vraiment comprise et qui d'ailleurs me révolte. C'est le fait que des humains puissent détester d'autres humains parce qu'ils ne sont pas comme eux. Enfin, c'est fou, non? Comment c'est possible? Nous sommes tous des humains. Nous avons tous un cœur qui bat, des émotions, un cerveau qui nous permet de réfléchir, parfois, pas tout le temps. Alors, pourquoi rejeter l'autre parce qu'il n'a pas la même religion, la même couleur de peau ou la même orientation sexuelle? D'après Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix en 2001, la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Et je crois passionnément en cette théorie. Respecter les autres malgré leurs différences nous mènera à la paix. Bien plus que n'importe quel armistice ou n'importe quel traité. Je suis très émue, excusez-moi. Je suis très enflammée. Ouh! Alors, imaginons un monde où des milliers de personnes handicapées n'auraient pas été la cible de la folie nazie. Imaginons un monde où les femmes n'auraient pas été traitées de sorcières et chassées pour le simple fait d'être une femme. Imaginons un monde de tolérance. Alors, si nous cherchons à rendre le monde que nous avons imaginé ce soir meilleur, ou plutôt réel, il faut que chacun d'entre nous fasse un pas vers l'autre. Cela ne suffira sûrement pas à ce que les hommes cessent de se faire la guerre. Mais qu'avons-nous à perdre à accepter nos différences si c'est pour avoir la paix? Merci. Merci beaucoup. Faustine, à qui adresseriez-vous, si vous devriez adresser le prix Nobel aujourd'hui de la paix? Je pense que je ne l'adresserai pas à Donald Trump. Merci Faustine, on peut l'applaudir. Notre 6e oratrice nous vient du lycée Stendhal d'Aiguillon. Elle est en classe de première et c'est Louane Saunier. Sur la citation suivante, « Mon corps est fait de guerre, mon âme est faite de paix ». Mesdames, Messieurs, chers jurés, petite, on m'a dit « Tiens-toi droite, sois forte et vaillante. Grimpe en selle, tiens bien tes rênes, sois obéissante. » Moi, gamine un peu perdue, j'ai cru qu'avec le sourire en coin, je pouvais dompter le monde, que la victoire me tendait la main. Mais la vie m'a rattrapée. Elle m'a dit « Descends de ton cheval, redescends sur terre. Il n'y a pas que des rêves. Parfois, il y a des éclats de fer. » Elle frappe, elle cogne. Et sous mon casque, là, je garde des traces que personne ne voit. Mon corps est fait de guerre. Des coups que j'ai encaissés, des chutes sans fin. Des nuits où j'ai sombré, des jours où tout devient frein. Chaque épreuve, chaque défi lancé, j'ai pris des coups, mais je suis restée. Et ce corps, il cache autre chose. Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus grand qui me tient debout.
Mon âme, elle, est faite de paix. Oui, une paix forgée dans mes heures sombres, une paix calme au milieu des décombres. Elle est là comme un feu invincible, une force douce, un souffle indestructible. Cette paix, c'est ma révolte, c'est mon refus d'abandonner, ma douce lumière quand tout s'effondre. Mais il ne faut pas croire que je suis toute zen et toute sereine, même si je vous parle de paix comme un vieux moine tibétain. Il y a des jours où la sagesse, elle passe à la trappe. Comme quand je cherche mes clés, mon téléphone ou encore ma carte. Vous connaissez, hein? Les matins où tout vous lâche. Où votre café se renverse et la tartine se crache. Où la journée commence par 1000 petits tracas. Et là, ma paix, vous voulez savoir ce qu'elle me dit? Mais elle me dit, mais débrouille-toi, Louane, débrouille-toi. On se croit guerrier, sage, en contrôle permanent. Mais la moindre biricole et l'on redevient enfant. Des colères passagères, des chutes de dignité, on est tous faits de ça, au fond un peu chamboulés. Imaginez si l'on choisissait tous cette voie. Si au lieu de la colère, on choisissait la foi, si chacun faisait de son âme un doux sanctuaire, un lieu de paix et d'amour dans ce monde amer. Mon corps est fait de guerre, mais mon âme, elle, est faite de paix. Et c'est cette paix, comme un doux océan, qui me rend plus forte que les combats d'antan. Alors aujourd'hui, je vous la donne, cette paix. Partez au galop sur les sentiers paisibles. Lâchez les rênes de votre robe hostile et sentons grandir cette flamme, ce feu invincible qui fait de nous des êtres vraiment puissants, vraiment indestructibles. Merci. Bravo, Louane. Et comment tu fais, toi, pour dompter cette colère, alors? Je pense que c'est un travail de tous les jours. Il faut travailler sur soi, beaucoup. La paix se cultive de jour en jour. Merci, Louane. Accueillons désormais notre 7e candidate, Amélie Rudel du lycée Étienne Resta. Qui va discourir sur la citation de « Changer le monde, nous changeons ». Regardez-moi aujourd'hui. Je ne suis plus la même qu'hier et je ne serai sûrement pas la même que demain, mais j'ai changé le monde. Petite, maman me disait que c'était les super-héros qui changeaient le monde. Adolescente, c'était mes profs qui me répétaient que c'était les politiciens. Et aujourd'hui, je me rends compte que la seule chose qu'ils changent, c'est le nom de leur parti. Ils nous disent à la télé les mêmes phrases, comme une chanson qui ne cesse de se répéter encore et encore. C'est à travers ces phrases que j'ai compris que pour changer le monde, il fallait avant tout que moi aussi je change. Mais quoi dire? Quoi écrire? Par quoi commencer pour faire évoluer et changer ma pensée? Pour changer le monde, faut-il vraiment se changer soi-même? Moi, je pense que oui. Pour changer le monde, il suffit de se changer soi. Dès notre naissance, on nous conditionne. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, ou 1 + 1 = 2. Comment voulez-vous changer le monde alors que votre vision est étriquée, restant dans des cases depuis votre plus jeune âge? Le confort que ça nous apporte nous aveugle. Nous voyons, mais ne regardons pas. Nous entendons, mais n'écoutons pas.
Nous parlons sans chercher les informations. Tout ça nous mène à ne pas regarder d'autres possibilités. On préfère juste ne pas se soucier de ce qui peut arriver. On ne voit pas les problèmes, donc pourquoi changer le monde? Pourquoi se soucier des guerres, des massacres, des larmes, des valeurs sans cesse bafouées par des gens avides d'argent, de vengeance, de massacres et encore de vengeance? De changer le monde, nous changeons. Non, nous changeons pour changer le monde. Je suis face à vous donner mes idées, mais c'est aussi grâce à vous que l'on pourra avancer. Nous sommes le monde. Si nous changeons, le monde changera aussi. Nous sommes des milliers, et si chacun fait évoluer sa manière de percevoir le monde, les choses avanceront beaucoup plus vite. On pourra mieux se comprendre, apprendre des uns des autres, changer et analyser le monde qui nous entoure. Oui, mais si je laisse juste le monde changer à sa manière, après tout, il l'a toujours fait, bien avant que je sois née, si cette tâche si importante m'empêcherait de vivre en paix, je devrais laisser mes désirs, mes envies, mes souvenirs. Je n'ai que 17 ans. J'ai encore de nombreuses choses à vivre et à découvrir. Est-ce que je serais réellement prête à tout laisser? Cela voudrait dire abandonner ces bons matins d'été, lorsque les oiseaux chantaient, que le soleil tapait à ma fenêtre, que j'étais emmitouflée dans ma couette, que le réveil sonnait et que maman criait « Viens m'aider, t'as la vaisselle à vider !» Lorsque papa me racontait sous le ciel étoilé l'histoire des planètes qui ne s'arrêtaient pas d'orbiter, des galaxies qui se liaient peu à peu, de la Voie lactée ou encore des magnifiques histoires des constellations qui peu à peu se dessinaient, comme celle que l'on adorait admirer. Elle s'appelait Cassiopée. Mais je n'oublierai pas non plus la force de caractère que devait avoir ma grand-mère pour lutter contre tant d'inégalités. Elle me racontait que lorsqu'elle travaillait dans une cantine et qu'elle apercevait des enfants qui ne mangeaient pas en quantité suffisante chez eux, elle leur donnait toujours des choses qu'ils aimaient et en grosse quantité. Elle changeait le monde des gens qui l'entouraient. Elle avait forgé son caractère et ça, on ne l'oubliera jamais. Alors je ne suis plus d'accord. Ce ne sont pas les super-héros ou les politiciens qui changent le monde, mais c'est bel et bien moi qui change le monde aujourd'hui face à vous. S'il faut que je change, soit. Mais je n'oublierai pas qui je suis. Je n'oublierai pas mes souvenirs. Je ne vous oublierai pas, papa, maman, ne vous inquiétez pas. Et oui, papa, tes mots résonneront toujours lorsque tu me disais sous le ciel étoilé, t'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. Et je sais ce que je veux. Je veux changer le monde. Bravo Amélie, je me permets de prendre la parole. Tu as prononcé le mot changer, le verbe, un grand nombre de fois. Et est-ce que tu as remarqué que quand on dit qu'un monsieur, par exemple, a changé, à la fin du changement, c'est toujours le monsieur? Quand on met ce qui a changé, c'est quelque chose de lui, mais c'est pas lui, il n'a pas été remplacé par quelqu'un d'autre. Autrement dit, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on a dit qu'il a changé. Et je me demande, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, à vrai dire, j'ai pas tout entendu parce que le micro, il était... à vrai dire, je pense que on peut très bien changer de pantalon, changer de veste, changer de t-shirt, mais tant qu'on change pas qui on est réellement, et tant qu'on se remet pas réellement en question, on pourra jamais trouver la réponse aux bonnes questions. Merci Amélie. À présent, accueillons notre avant-dernier candidat, Noé Souris du lycée Marguerite Filleul à Fumel.
qui va discourir à propos de la citation « Les inondations de la Garonne accompagnent d'eau marron celles du sang humain. Je les voyais rouges. » Vous avez vu? C'est ça qu'il faut faire lorsque l'on reçoit une critique. Prendre cette critique, ne pas la contrer frontalement, mais l'intégrer, se l'approprier et la relâcher sous forme d'air léger. En tenir compte pour la sublimer. Savez-vous pourquoi la Garonne est marron? Elle l'est car, étant à la rencontre de deux eaux, l'une des terres, l'autre des mers, elle abrite un bouchon argileux. Et c'est cette argile qui donne sa couleur à Garonne. De cette façon, pour être en paix intérieure, il vaut mieux ne pas conserver et stocker trop d'argile en soi, mais plutôt le relâcher après l'avoir écouté. Autrement, vous finirez comme Garonne, rongé par un bouchon d'argile au fond du ventre. Je vous concède que Michel Serres ne parle nullement de paix intérieure dans sa citation, mais de guerre. Bien qu'il faille être en paix à l'intérieur pour maintenir la paix à l'extérieur. Mais j'ai décidé, de la même façon que l'on doit le faire face à une critique, de prendre du recul face à cette situation et de la prendre délibérément au niveau symbolique. Ainsi, j'ai fait se rapprocher les inondations d'eau marron avec les critiques. Et le sang rouge bouillonnant en nous avec la force. Car ce n'est qu'en prenant du recul que l'on peut prendre de la hauteur. Après tout, une critique, c'est comme une guerre. Il faut donner une réponse réfléchie, pas précipitée. Autrement, notre monde s'écroule. Mon inspiration pour écrire le discours avec lequel je viens participer à ce concours d'éloquence devant vous tous ce soir me vient de cette simple gourde. Ils sont mignons, n'est-ce pas? N'ont-ils pas l'air sereins? En paix intérieure? Et pour l'être, croyez-moi, ils n'ont pas rempli leur ballon d'argile, mais bien d'air pour s'envoler au plus haut. Autrement, ils seraient restés tout en bas, loin des espérances qu'ils avaient pour eux-mêmes, et l'auraient regretté toute leur vie. Je viens d'un territoire excentré, oui. Je viens d'un milieu modeste, oui, mais je ne me laisse pas faire. Je me donne les moyens d'y arriver. Je me donne les moyens de devenir celui que petit Noé voulait être, un architecte qui rendra le monde meilleur. Je transforme mes désavantages en force. Le premier qui me vient serait que je viens d'un petit lycée. Mais voyons les choses sous un autre angle. Prenons du recul. Dans un petit lycée, il y a une certaine proximité entre les professeurs et les élèves. Et j'en profite pour poser toujours plus de questions, pour comprendre toujours mieux, comme pourront le témoigner mes professeurs. Car nos professeurs ont plus le temps pour nous que ceux des grands lycées. Je transforme mes désavantages en force. Autrement, une seule critique, et c'est toute l'estime que j'ai pour moi qui est souillée. Je suis comme ces deux personnages qui ont construit leur maison à la base de leurs modestes moyens et qui, par vents et tempêtes, continuent de la protéger. Elle n'est pas solide comme une forteresse, mais aussi bien gardée, si ce n'est même mieux.
le théâtre. Mais oui, bien sûr, le théâtre. C'est en prenant du recul que je l'ai admiré. Ce si bel art que j'ai rencontré. À l'aube de ma 13e année, grâce à une professeure passionnée qui a su son art nous l'enseigner. Une des leçons les plus importantes qu'elle m'ait apprises, c'est que le stress se transforme en énergie pour déclamer son texte une fois sur scène devant tant de monde. Et cela va de soi. Les humains cherchent naturellement à transformer le mauvais en bon. Alors à quoi bon s'encombrer d'argile? Alors oui, comme vous l'aurez compris, Paris, ce n'est pas là que je vis. Mais ce n'est pas pour autant que je dois être insoumis. Au contraire, le blabla que je reçois contre moi, je ne le bois pas pour le noyer, au risque que moi-même je me noie. Mais je le vois, qui se croit roi, si ridicule. Je l'ai appris, je l'ai compris. Si je le prends au pied de la lettre, il me nuit, me détruit. Alors je l'écoute, cette goutte, l'analyse, moi, et le renvoie, lui, le blabla. Assez affaibli pour qu'il ne puisse plus faire de mal. Moi, assez fort pour que d'aventure, il ne puisse plus me faire de mal. Alors du coup, là, tu nous as transportés dans ton monde. Et est-ce que tu as trouvé cette paix? La paix, je l'ai trouvée aussi bien en écrivant ce discours, car c'est quelque chose que j'aime faire, et que lorsque je l'ai écrit, j'ai fermé les yeux et il y avait le soleil sur mes yeux. Et un autre sentiment que cela, pour décrire la paix, je ne vois pas. De plus, le dire ce soir devant vous tous, ça a été l'accomplissement de cette paix. Bravo Noé. Nous accueillons maintenant le dernier orateur. Il nous vient du lycée Bernard Palissy à Agen. Il est en classe de première. J'appelle Elian Huc à nous rejoindre. Sur la citation suivante, au total, entre ma naissance et le premier tiers de ma vie, la guerre ne cessa, des cheveux aux talons, de modeler mon corps de bataille et de mort. Voilà pourquoi j'ai une âme sculptée par la vie et la paix. Nous sommes en guerre. Oui, cher public, vous auriez tort de croire que celle-ci a fui nos frontières, surtout à l'heure où elle revient rugir en Europe. De nouvelles confrontations s'élèvent, portées par la soif d'agrandir son territoire ou pour combattre une idéologie. Mais vous savez, au fond, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises confrontations. Non. Je pense que dès l'instant où les hommes se font la guerre, peu importe le camp dominant, c'est l'humanité qui a perdu. Mais au milieu de ces conflits divisant la race humaine, on peut tout de même observer un point sur lequel tous les États font front commun, la planète. Et oui, la guerre contre la planète fait rage et chaque jour constitue une avancée pour le camp de la destruction. Cette guerre dessinera notre planète comme elle desséchera notre corps, emportant avec lui nos fleuves et nos océans, ne laissant plus que le sel de nos larmes pour irriguer nos stations balnéaires. Mais si les États sont ensemble contre la planète, le peuple, lui, se déchire. En effet, nos citoyens, avec des doigts de fée divers, se font la guerre, et ceux avec du vocabulaire se comparent. S'il vous plaît, cessez le débat entre pain au chocolat et chocolatine. Plus sérieusement, en ces temps sombres, certains ont foi
et pensent que la guerre finira par partir comme elle est arrivée d'un coup. Mais ces gens considèrent la guerre comme une valeur binaire. Oui, non, guerre, paix. Mais la guerre se prévoit, se prépare et surtout se combat. Et si les meilleurs partent en premier, comptez sur la guerre pour perdurer encore longtemps. Et justement, cette longévité mortifère, la nouvelle génération en est pleinement consciente. Cette génération, fatiguée de faire, tel Jules Verne, le tour du cadran en 80 secondes. Une génération en création et pourtant déjà en perdition. Une génération en pleine naissance et pourtant déjà endeuillée. Cette génération qui assiste à la destruction de la terre pour quelques deniers. Une génération en train de se former et pourtant si désinformée à l'ère d'une guerre de l'information. Mais je tiens tout de même à rassurer cette génération, la mienne, face au désespoir qui pourrait l'arranger. Si en temps de guerre, on pourrait être tenté par le plus cruel désespoir et penser que tout est écrit, que le destin nous a lâchés, il n'en est rien. Je pense plutôt qu'à partir du moment où les hommes s'entretuent, tout est gris et l'histoire échappe à une quelconque rédaction préalable. Qui plus est, comment croire que les choses écrites à l'avance ne puissent être corrompues dans un monde où tout s'achète et dans lequel même Dieu est loué. Alors, les plus anciens d'entre vous me diront « Laisse-le filer et attends que le temps daigne t'apporter la paix. » Mais je vous répondrai que le temps saigne de cet écoulement si rapide et pleure devant tant de haine proférée par l'homme. Et j'ajouterai à cette réponse aux plus anciens que ni leur assurance-vie, ni leur retraite ne leur seront utiles. Chers anciens, fossiles de la République, votre assurance, bien qu'elle soit au risque, remboursera-t-elle cette perte, celle d'un temps gâché à se faire la guerre? Mais si je sais que devant cette guerre omniprésente, je ne pourrai pas être sculpté par la paix, comme l'a été Michel Serres, j'aimerais au moins partir en paix. Et c'est comme cela que je compte clôturer ce discours et les passages de ce soir. Cher public, peuple du poulailler, je souhaiterais ce soir que vous quittiez cette salle comme vous quitterez ce monde, en paix. Car vivre en guerre pour mourir en paix, voilà à quoi ressemble une âme sculptée par la vie. Merci beaucoup. On va finir comme on est dans un théâtre. Vous avez parlé du poulailler. C'est où la meilleure place pour vous dans ce théâtre? Je pense que le premier étage est parfait. On voit bien, on n'est pas par terre au plus proche, on sent pas mes tremblements excessifs, et on n'est pas tout en haut, on voit pas de trop loin. Je pense que c'est la place idéale. Merci Elian. Et on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les 10 orateurs du coup de ce soir. Ils ont été exceptionnels. Exceptionnels. Et nous allons maintenant inviter le jury à quitter la scène pour avoir la lourde tâche maintenant de délibérer et de nous dire lesquels de ces candidats il a préféré. Donc bon courage, surtout. Et vous restez avec nous, vu que maintenant les chaises et les tables, le pupitre et le micro vont quitter la scène.
Mais nous allons aussi maintenant vous présenter notre association pour un temps de 25 minutes. Ça a été chronométré. Et j'invite Thomas et Emmanuel à me rejoindre sur scène, s'ils sont là. On peut les applaudir. Je vous laisse entre leurs mains parce que c'est à eux de parler d'égalité des chances, ça c'est pas la tâche la plus facile. À toi Thomas. Et bonjour à tous. Je fais pas les fiers quand même, vous êtes nombreux. Et déjà je pense que vous pouvez applaudir nos orateurs qui ont eu le courage de parler aujourd'hui devant vous. Vous êtes 600. Et on se rend compte, on est fiers de réunir 600 personnes un vendredi soir à Agen, surtout quand c'est un jour où il y a match du SUA le même soir. Donc j'espère que vous n'avez pas trop regardé vos téléphones et que vous avez réussi à profiter quand même un petit peu des superbes performances de nos orateurs. Pour nous, vous voir aujourd'hui, voir ce théâtre rempli, ça représente une tribune hors norme évidemment, parce que vous connaissez le concours d'éloquence, mais vous ne connaissez peut-être pas notre association, nous qui sommes derrière l'organisation, et ce qu'on fait au quotidien. Donc on va profiter des prochaines minutes pour vous parler un peu de notre combat, de ce qu'on fait au quotidien pour les jeunes du département. Petit souci technique, excusez-moi, donc là, on comble, on attend. Voilà, donc le cœur de notre action, notre cheval de bataille, c'est l'égalité des chances. Le chiffre clé pour lequel on se bat depuis 2 ans et qui fait que notre association existe, c'est ces chiffres-là. Aujourd'hui, la réalité, c'est celle-ci. Un lycéen lot-et-garonnais a 3 fois moins de chances d'accéder à une filière sélective de l'enseignement supérieur comparé à un lycéen parisien. Et quand on parle des 10% des grandes écoles les plus sélectives, ce chiffre il tombe à 18 fois moins de chances. Alors voilà, on vous lance le chiffre comme ça, mais comme on dit aux jeunes, ce chiffre, nous on se bat justement pour qu'il change. Et ces chiffres-là, ils ne s'expliquent pas par un écart de niveau de 18 pour 1 ou de 3 pour 1, évidemment pas. Ils s'expliquent par d'autres freins. Et nous on en cible 3. Voilà, donc le premier, c'est le manque d'information. Le fait qu'aujourd'hui, dans les lycées du territoire, on n'a pas toujours accès à toutes les informations sur tout ce qui va exister en post-bac. Peut-être que c'était mon cas en terminale. On peut être en terminale aujourd'hui et n'avoir jamais entendu parler des classes préparatoires, par exemple. Le deuxième frein, c'est les inégalités socio-économiques. Vous le savez, notre département est le 8e département le plus pauvre de France. Et donc ça, c'est quelque chose qui va jouer évidemment dans le choix du lycéen au moment de faire sa sélection. Parce que ces filières-là, elles sont parfois dans des grandes villes, dans des métropoles où se loger coûte cher. Et donc voilà, parfois ils vont se restreindre. Et le troisième frein, celui contre lequel on se bat tous les jours, c'est l'autocensure. Le fait que le lycéen va se dire ces filières-là, c'est pas pour moi, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop dur. Et donc voilà, nous aujourd'hui on se bat depuis 2 ans, on mène diverses actions qu'Emmanuel va vous détailler juste après. Et en 2 ans, par nos interventions, on a sensibilisé plus de 2400 lycéens à la question de l'égalité des chances. Et on a accompagné 40 lycéens dans le cadre de notre programme de mentorat. Et donc maintenant, voilà, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous détailler un peu les différentes actions qu'on mène au quotidien. Donc Thomas m'a un peu devancé, mais globalement l'association a 2 grands piliers pour se battre pour l'égalité des chances et soutenir tous les lycéens du Lot-et-Garonne. Le premier, c'est les interventions, donc c'est assez explicite, on se déplace dans les lycées, en priorité dans les classes de terminale, pour présenter toutes les formations qui existent post-bac. Alors la volonté, c'est pas de présenter seulement les formations très élitistes, classes préparatoires ou médecine, on essaie de parler à tout le monde et on parle d'absolument toutes les formations en 40 minutes, donc on ne détaille pas tout dans l'absolu, mais au moins on en parle. Et donc ça parle du BTS, de la fac, des IAE, des classes préparatoires, etc. Le but,
c'est d'abord de donner cette information-là, pas d'inciter quelqu'un à faire une voie particulière, seulement de dire ces voies existent, si tu en as envie, tu peux te diriger vers ces voies-là. On essaie de les conseiller également pour se construire un dossier et accéder à ces voies-là. Le but, c'est de diffuser de l'information et que tout le monde puisse avoir la même. Pendant ces interventions, on parle également des aides financières. Comme Thomas l'a dit, c'est un très gros frein pour les lycéens qui viennent du Lot-et-Garonne. Et donc on parle de la CAF, du Crous, mais des autres aides qui existent. L'alternance aussi, qui est une façon de financer ses études pour quasiment zéro. Et c'est des solutions qui sont très peu connues ici, donc on essaie d'en parler un maximum. Et enfin, on garde toujours à la fin d'une intervention 20 minutes pour répondre à toutes les questions. Et ces questions sont souvent tournées vers la vie étudiante, ou parfois des spécialités un peu particulières où on a du mal à répondre. Mais dans ces cas-là où on ne connaît pas la réponse, on a la chance de faire partie d'une grande fédération avec 60 associations. Et on connaît toujours quelqu'un qui travaille ou étudie dans ce secteur-là, et on met en relation ces lycéens qui se posent ces questions avec des gens qui connaissent particulièrement ce secteur pour répondre à leurs questions. Également, on répond à toutes ces questions-là sur nos réseaux sociaux. Donc si vous êtes un lycéen, vous pouvez nous contacter sur Instagram et on répondra à votre question, ou encore une fois, on vous mettra en relation avec quelqu'un qui connaît ce secteur-là. Et la dernière mesure qui est la plus qualitative, mais à la fois un peu plus difficile à mettre en place, parce que la ressource principale, c'est le temps et le nombre de personnes, c'est le mentorat. Donc, encore une fois, c'est assez explicite. On prend un lycéen qui veut étudier dans un secteur en particulier et on va lui attribuer un mentor qui travaille ou étudie dans ce secteur-là. Ce mentorat, il peut prendre beaucoup de formes différentes. Je dirais que ça s'adapte selon les besoins du lycéen. Ça peut être des appels réguliers pour répondre aux questions, de la relecture de lettres de motivation, des entretiens blancs. Et cette relation s'établit toute l'année de terminale, pendant laquelle on va conseiller au mieux pour préparer à la fois le bac, mais aussi l'après-bac et toute la formation qui s'ensuit. Parfois, le mentorat va encore plus loin. Personnellement, j'étais mentor de Chloé, qui est partie en classe préparatoire, et la première année de classe préparatoire est particulièrement dure, donc pendant sa première année, on a continué à s'appeler, et on avait une bonne relation, donc j'ai pu l'accompagner tout le reste du temps, et les autres mentors font souvent pareil. Néanmoins, dans nos interventions, on a une grande frustration dans l'association, c'est qu'il est toujours compliqué de mesurer l'impact qu'on va avoir après une intervention. Est-ce qu'une fois qu'on a porté ce message de « il faut oser », ose te dépasser, il n'y a pas de barrière et tu peux réaliser tout ce que tu veux, est-ce que vraiment les lycéens ont ce déclic derrière et vont vraiment oser? Est-ce qu'on change des trajectoires ou pas? Et c'est toujours très dur de le mesurer pour nous. Les plus à même de le mesurer et de parler de ces effets-là, c'est finalement les professeurs qui côtoient tous les jours les étudiants. Et c'est pour cette raison qu'on va accueillir Madame Bazin qui va vous en parler un peu plus en détail. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir Madame Bazin. Merci d'être là. Donc, vous êtes professeur de français au lycée Marguerite Filleul. Vous avez été une des premières à faire confiance à l'association et à nous permettre de parler aux lycéens. Tout à l'heure, on a évoqué le terme d'autocensure. Est-ce que c'est un terme qui fait écho chez vous et qui vous renvoie à des réalités chez certains de vos élèves? Parfaitement. Alors moi, je suis arrivée tout à fait par hasard, bien que née à Villeneuve, par hasard aussi, dans le Lot-et-Garonne et dans ce lycée donc, de Marguerite Filleul qui se situe au bout du département, de la région, etc., le bout du bout du bout du bout. Et donc évidemment, je me suis vite aperçue qu'il y avait cette autocensure chez nos élèves, cette question de la légitimité et ce manque d'information. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure avec Nathan Morel, ce qui l'avait frappé lorsqu'on s'est rencontrés, c'est que je lui ai expliqué que lorsqu'on lance le partenariat avec Sciences Po Bordeaux, JPP, JV, je le peux parce que je le veux, eh bien au début, quand on parle de ce projet qu'on mène avec plusieurs collègues dans notre établissement, eh bien on croit qu'on donne de la confiture au cochon. C'est-à-dire que nos élèves, parce qu'ils sont de Fumel, parce qu'ils sont du Lot-et-Garonne, ne sont pas légitimes pour ce type d'école. Voilà. Alors, je pense que moi, je suis d'une incroyable naïveté, parce que ce que je vois dans mes élèves, et c'est ça la passion que j'ai pour ce métier, c'est que je vois de l'or. Je vois les pépites qui sont là, et j'ai la chance de les accompagner depuis la seconde jusqu'à la terminale, et je ne vois que des gens légitimes à partir du moment où ils veulent faire ces études. Sur le petit encart que vous avez là, je suis une femme de lettres, hein, je suis désolée.
Vous avez visé haut, se dépasser et croire en soi. Ben, j'ai la naïveté de penser qu'à partir du moment où on a ces trois choses-là, qu'on explique évidemment quelles sont les conditions qui rendent des études possibles. Bien sûr, il y a des conditions, il faut les connaître. Oui, que c'est possible. Et que nos élèves en Lot-et-Garonne sont absolument aussi légitimes que des lycéens des villes. Nos lycéens des champs sont légitimes. Merci. Et deuxième question, donc à vous qui côtoyez les lycéens au quotidien, vous avez commencé à le faire, mais est-ce que vous pouvez nous parler des autres actions que vous menez en matière d'égalité des chances et peut-être d'autres manières que vous voyez pour faire bouger les lignes? Alors, je trouve que je suis naïve et que j'ai rencontré une espèce de pépinière de gens naïfs qui sont mes collègues. Et pour une raison que je ne m'explique pas, nous sommes dans une communauté de valeurs où, pour nous, et je pense que tous mes autres collègues professeurs qui sont éventuellement ici et tous ceux qui sont fonctionnaires de la République, certainement le partagent, en tout cas je l'espère encore, qu'ils ont encore cette naïveté de croire qu'il y a une noblesse dans le service public et que c'est une sacrée mission que d'élever les élèves, parce que c'est bien comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont là pour s'élever. Donc moi, je prends les choses au pied de la lettre. Ils sont là pour s'élever. Voilà. Donc dans ce lycée, assez rapidement, nous avons compris que nous avions cette communauté de valeurs, accompagnée par nos chefs d'établissement. Et ça aussi, c'est un petit miracle, parce qu'ils ont changé souvent et pour autant, ils nous ont toujours suivis. Donc merci pour ça. Et dans cette communauté de valeurs, il y avait donc l'idée d'abord du constat. Nous sommes un établissement ségrégué, c'est dans le sens où il y a à peu près classe moyenne, basse et moyenne. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est donc plutôt des gens qui viennent des mêmes milieux. Et deuxième chose, eh bien, le fait qu'on est au bout du territoire. Donc ça, c'est les deux constats. Donc ça entraîne en conséquence qu'il y a des fausses croyances, du genre, si on peut éviter les maths, évitons les maths. Pourquoi lire ? Voyez ? Pourquoi apprendre l'histoire, la date de naissance et de mort de gens du passé, etc. Quelque chose qui se diffuse dans notre société et qui est tout à fait faux. D'accord ? Qui est tout à fait faux. Donc tout un tas de fausses croyances, tout un tas de codes qu'on ne connaît pas. Et évidemment, on ne sait pas ce que sont les études supérieures parce que la plupart des parents de nos élèves n'ont pas passé de bac, en fait. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est le constat. Et il n'est pas misérabiliste, c'est comme ça. C'est des gens qui ont réussi leur vie, mais dans d'autres voies, d'accord ? Qui n'ont pas fait d'études. Donc à partir de là, on a mis en place des actions autour de deux pôles. Nous, on a vu le besoin qui était la culture, parce que la culture, c'est l'ouverture vers le monde. Il fallait les aider à sortir de ces territoires, parce que c'est bien beau de vouloir aller vers un futur, mais encore faut-il savoir d'où on vient, donc quel est ce territoire, qu'est-ce qu'il a comme identité, pour savoir qui on est et ensuite aller vers ce futur. Donc on a mis en place une politique vraiment basée sur deux mots, donc la culture, d'où le fait qu'on fait beaucoup de projets. Ils sont transversaux ensemble, ils travaillent ensemble en synergie, c'est-à-dire que les élèves qui sont dans le partenariat JPP-JV sont aussi dans les cordées de la réussite, sont aussi en partenariat avec vous pour le concours d'éloquence par exemple ce soir. Et autre point, c'est l'orientation, c'est-à-dire que nous sommes dans l'accompagnement, nous en tant que professeurs, beaucoup, c'est-à-dire nous sommes peu riches, nous les professeurs, mais nous avons du temps à donner, c'est la richesse des pauvres, donc nous la donnons sans compter, je dois dire, mais voilà, pas trop quand même. Merci de penser à nos moyens, peut-être un peu, voilà, au passage. Et donc l'orientation, ça se passe d'abord rencontrer les pairs, savoir que c'est possible, et c'est pour ça que, évidemment, quand les territoires aux grandes écoles sont venus vers nous, eh bien, j'ai eu l'impression que, voilà, on n'avait pas grand-chose à se dire parce qu'on était tout à fait d'accord. C'est d'abord que vous soyez ces modèles qui donnent envie, qui disent que c'est possible, et puis ensuite qui peuvent expliquer de pair à pair voilà, à quelles conditions c'est possible. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Marie Courtine qui va vous présenter l'autre volet de l'association auquel on tient également, le volet Retour au territoire. Vous pouvez l'applaudir.
Bonsoir à tous. Alors c'est vrai, on aime bien le dire. Je crois que dans notre association, nous sommes très attachés à notre territoire, très fiers, notamment parce que le Lot-et-Garonne, il faut le dire, c'est une terre riche de ses spécificités, de son histoire et de son potentiel. Cependant, force est de constater que de nombreux jeunes, mais aussi des moins jeunes, sûrement comme vous, méconnaissent les opportunités qu'offre notre territoire, notamment en termes de perspectives professionnelles, par exemple. Il est donc essentiel pour nous de valoriser ce qui se passe ici et de mettre en lumière tout ce que le département peut offrir. Nous avons pour habitude de dire que notre association est tout sauf une association de fuite des cerveaux. D'ailleurs, son nom peut se lire dans les deux sens, des grandes écoles au Lot-et-Garonne. Alors notre message est simple, nous incitons ceux qui sont partis à revenir, ou du moins à garder en tête qu'il existe une multitude d'opportunités ici, dans notre département. Que ce soit pour des stages, des apprentissages, des formations ou des emplois, le Lot-et-Garonne offre un bel environnement dynamique et plein de promesses. Depuis la création de notre association en septembre 2022, nous avons conclu un partenariat précieux avec la Chambre de commerce et d'industrie, un partenariat qui facilite la mise en relation et les échanges avec les entreprises du territoire. Ça passe par une action principale, l'organisation de visites d'entreprises où des lycéens peuvent découvrir les activités que celles-ci mènent, mais aussi l'ensemble des métiers qui y sont exercés. Souvent, des métiers aussi divers que passionnants. Ces visites sont des moments d'échange riches et instructifs, où les jeunes découvrent les savoir-faire et les innovations présentes sur leur territoire. C'est aussi une belle occasion pour les entreprises de montrer que le Lot-et-Garonne est une région attractive, capable de retenir ses talents et d'en attirer de nouveaux. Ce soir, à l'occasion de cette magnifique soirée, nous avons le plaisir et l'honneur d'officialiser un nouveau partenariat que nous sommes très fiers de partager avec vous. Il s'agit d'un partenariat avec une entreprise emblématique du territoire, une entreprise incontournable ici en Lot-et-Garonne. J'ai le grand plaisir d'inviter et d'accueillir, il est arrivé, Monsieur Bruno Sachet, directeur du groupe Méric. Merci Bruno. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. C'est très impressionnant d'intervenir devant un parterre aussi important. Mais je voulais quand même avoir deux mots pour les lycéens qui sont passés avant. Je ne suis pas sûr qu'on se rencontre du talent qu'ils ont. Et c'est assez prometteur pour nous parce que bientôt ils seront dans le monde du travail et on va pouvoir compter sur leurs nombreuses compétences. Donc je voulais qu'on les applaudisse encore une fois. Donc pour revenir à la présence du groupe Méric à vos côtés ce soir, c'est l'histoire toute simple d'une rencontre et d'un feeling. Je crois que Charlotte vous a rencontré lors d'une table ronde sur l'attractivité du territoire. Donc là, des contacts ont été échangés et puis des liens se sont tissés. Et il nous semblait normal d'accompagner votre asso et d'être le partenaire, le premier. Alors j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais le premier partenaire de Marie et de Nathan et de leur belle association. Comment ça va se traduire ? Ça va se traduire. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce que c'était naturel et que ça correspond à l'ADN de la boutique. Promouvoir les jeunes. Je dirai deux mots après, donnerai quelques chiffres sur le groupe et la place des jeunes dans le groupe. Mais c'est surtout voilà, question de feeling et de simplicité. Ça va se traduire comment ? Ça va se traduire, on s'est engagé auprès de vous à accueillir des jeunes lors des visites d'entreprise. On était hier midi en train de discuter sur ce qu'on pouvait faire d'un petit peu innovant. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à créer, au-delà des visites généralistes des entreprises, des focus avec peut-être des groupes plus petits et avec des experts métiers. Tu parlais tout à l'heure des différents métiers, j'en dirai deux mots tout à l'heure, mais je pense qu'il est important que les lycéens, les étudiants rencontrent des logisticiens, des acheteurs, des vendeurs, des laborantins, etc. et qu'ils aient des temps d'échange privilégiés pour réfléchir sur leur orientation.
Ça prendra aussi, je pense qu'on accueillera des stagiaires. Et puis, je compte sur Nathan, Marie et le reste de l'équipe pour avoir des idées à nous souffler dans le creux de l'oreille pour qu'on les mette en œuvre avec ces jeunes. Que dire? J'espère aussi qu'on sera soutenu et suivi par d'autres entreprises, parce que être le premier, c'est bien, mais c'est surtout si on emmène les autres que ça a du sens. Et pour dire 2 mots sur les entreprises aussi du Lot-et-Garonne, c'est vrai qu'il y a des pépites, il y a des très belles entreprises, il faut leur faire confiance et elles réussissent grâce, nous on a, Charlotte aime parler du capital humain et c'est vrai que les jeunes forment le capital humain de nos entreprises. Nous on accompagne environ 50 soit apprentis, soit stagiaires par an depuis 2-3 ans. J'ai regardé les stats de la moyenne d'âge chez Méric, c'est 31% qui ont moins de 30 ans, donc c'est jeune, et le site d'Agen bat les autres sites du groupe, donc on peut être fier d'embaucher les jeunes de la région, ou d'autres régions, qui ont fait soit des études, soit pas d'études. Ce qui est important chez Méric, c'est qu'il y a tous les métiers, tous les profils, tout le monde a sa place. Donc il faut vraiment, et je suis preneur moi de quelques noms et prénoms de gens qui sont intervenus avant. Donc voilà, Méric va s'engager. Voilà, Méric va s'engager. Vous pouvez être sûr qu'on relèvera le challenge d'être présent à vos côtés. On a hâte que tout se mette en place. Merci 1000 fois. Et merci. Merci à vous. Au revoir. On va vous parler maintenant et on s'approche des retours du jury, du concours d'éloquence, et pour ça, je pense que c'est bien que vous entendiez aussi des gens qui y ont déjà participé. Et j'appelle Tommy et Chemsi à nous rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez une bonne soirée. Moi, je m'appelle Chemsi El-Mekaoui, je suis étudiante en première année de droit à Bordeaux et je suis membre de l'association au pôle mentorat. Donc notre mission, c'est de mettre en lien un jeune et un professionnel ou un ressortissant d'études afin de le guider. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai participé à ce même concours d'éloquence. J'y suis allée comme un soldat qui part en guerre avec pour seule arme sa voix. C'était un défi, mais il m'a permis d'affronter mes peurs, d'apprendre à structurer mes idées et à m'exprimer de manière à véhiculer un message qui m'était important. Pour la première fois, on me donnait l'opportunité de parler, de laisser libre cours à mon imagination, moi, à qui on disait, on ne cessait de répéter de se taire, étant plus petite. Surtout mon grand frère. Il n'hésitait pas à me le dire à la table du petit déjeuner. Il se demandait comment une si petite fille avait tant d'idées. Aujourd'hui, je tiens à le remercier parce qu'au-delà d'être mon grand frère, mon chauffeur aussi, il a été une grande source d'inspiration. Alors, bien sûr, je partais avec des doutes, mais grâce aux membres de l'association qui m'ont bien aidée, guidée, rassurée, j'ai réussi à me faire entendre et comprendre en 4 minutes chrono. Je tiens aussi à les remercier pour m'avoir élevée, comme le disait Madame Bazin, au-delà de mes appréhensions. De ce concours, je garde un merveilleux souvenir. J'en garde aussi une opportunité. C'est grâce à lui aujourd'hui que je me tiens devant vous. Et j'en garde aussi de nombreux amis, dont Tommy. Merci Chemsi. L'année dernière, je me trouvais à la place de nos orateurs. Tremblant et transpirant, pour la première fois de ma vie, je venais de déclamer un discours. Je m'étais initié à l'art oratoire et j'aimais ça. J'écrivais sans m'arrêter, au sujet de la pluie, du beau temps, pour peu que je puisse le déclamer. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis, à parler devant un théâtre de plus de 600 personnes, étudiant à Sciences Po Paris, co-secrétaire du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, et faire partie de ces gens qui organisent ce concours. Voilà toutes les opportunités que ce concours m'a offert. Mais plus que ça, je te rejoins, Chemsi, parce que ce concours,
c'est d'abord des rencontres avec des personnes avec qui je prends plaisir à faire vivre cette association, des personnes qui ont rencontré et qui ont vu les mêmes difficultés que moi en tant qu'élève d'un lycée rural qui va dans ce qu'on appelle des grandes écoles. Et je vais aller plus loin. Sans du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, je ne sais même pas si j'aurais tenté Sciences Po Paris. Je ne sais même pas si je me serais retrouvé ici à vous parler. Alors, si je dois donner un conseil à tous les lycéens qui, comme moi, aiment rêver grand, c'est que vous êtes capables de tout. Vous venez de plus loin que les autres. Ne vous dites jamais que les grandes écoles, ce n'est pas fait pour vous. C'est faux, vous en êtes capable. Il faut faire fi de ces croyances limitantes. Vous en avez les capacités. Et si vous en êtes conscient, rien ne pourra jamais vous en arrêter. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. N'ayez pas peur de l'échec. Oui, parfois, vous allez vous rater. Ça va faire mal, très mal même. Votre ego va prendre un coup, vous allez remettre en question toute votre vie. Moi, c'était mon cas quand j'ai été refusé à Sciences Po Bordeaux. Mais je n'ai pas cédé à cette attitude défaitiste. Je me suis dit, c'est un défi, j'ai été refusé de là, je vais aller dans un nouvel endroit, quelque part qui peut-être me conviendra mieux. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de tenter quelque chose. Alors, si je vous dirais que l'ascenseur social est en panne, remettons-le en marche, rouage, par l'art oratoire, par le mentorat. Car le Lot-et-Garonne et la Nouvelle-Aquitaine sont pleins de diamants bruts qui n'attendent qu'à briller. Et c'est pour ça que je serai toujours reconnaissant à notre association, parce que c'est notre but de favoriser l'égalité des chances. Merci. Merci à tous les deux. Si on peut organiser cette soirée, c'est quand même aussi grâce à l'équipe des Rencontres Michel Serres. Et je vous prie d'applaudir David Jays, qui est le président du festival. Merci. C'est vrai que quand Nathan, il y a 3 ou 4 ans, a lancé ce projet du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, on était en train de lancer aussi nos rencontres. Et puis, je me rappelle, on avait à peu près les mêmes réactions. De mon côté, j'entendais, mais tu vas pas faire un festival de philo à Agen, personne va venir, il y aura 15 retraités, ça va emmerder tout le monde. Et chaque année, vous êtes plus nombreux, puisque vous étiez 4500 la première année, 7500 la deuxième, 10 000 l'année dernière, et puis j'espère que cette année, on va faire péter les records. Mais c'est bien parti grâce à vous. Donc merci d'être là, d'abord, merci. Et puis, Nathan, c'est pareil. Quand tu as lancé du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, on te disait mais c'est pas sérieux, qui va s'intéresser à ça, qu'est-ce que c'est que ce discours sur le mentorat, etc. Personne n'était franchement emballé au début. Et puis, à force de persévérance, l'aventure a grandi et on a décidé d'unir nos efforts. On a commencé ce concours d'éloquence il y a 3 ans. On l'a organisé sur la place de la mairie, tu te rappelles ? Il y avait 100 personnes dans le public. Ça a été un succès. Et un moment important, moi je me rappelle encore de moments très forts, de discours très forts que j'ai entendus à ce moment-là. On a décidé de renouveler l'expérience l'année suivante dans la salle des illustres. Là on avait 200 personnes dans le public. Et puis là encore, vous l'avez vu avec Tommy et Shemsi, des candidats extraordinaires, des rencontres extraordinaires. Et on s'est dit, on va voir plus grand cette année, on va organiser ça au théâtre. Et aujourd'hui vous êtes 600. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps cette aventure. Moi, je voudrais dire un mot aussi de celles et ceux qu'on a entendus sur scène. J'étais dans le public avec plusieurs intervenants qui vont participer aux rencontres demain, après-demain, et on était tous ébahis. On se disait, à 16 ans, 17 ans, est-ce que j'aurais pu parler comme ça pendant 4 minutes, avec autant d'aisance, avec autant d'érudition, avec autant de force de conviction, avec autant d'enthousiasme sur un sujet que je découvre sur le moment? Franchement, ça a des airs de grand oral. C'est incroyable. Tous les candidats étaient très forts. Alors, je ne veux pas préempter le choix du jury. Je ne sais pas d'ailleurs pour qui ils ont voté. Moi, j'ai ma favorite. C'est une fille. J'espère que le jury... Jury, si tu m'entends, j'espère que le jury fera le bon choix. Ça, c'est les trucs soviétiques, tu sais. Vous connaissez la blague dans Tintin Alors, nous allons maintenant procéder aux élections. Donc, qui vote pour le candidat que j'ai désigné? Bon. Non, en tout cas, c'était incroyable. Et
chacun a dit des choses très fortes, hein, et des choses qui demandent du courage aussi. Il y a des choses que j'aurais été incapable de dire à 16 ans et que je suis encore aujourd'hui incapable de dire. Donc rien que pour ça, bravo, moi je suis ébloui. Un dernier mot peut-être sur ce que ça représente, ce genre d'événement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas un concours d'éloquence, ce n'est pas une soirée qui peut changer une vie ou un destin, mais ce que je sais pour avoir un peu travaillé avec l'éducation nationale, c'est que en fait, ce qui peut changer une vie, c'est la création d'un terreau. Moi, je me rappelle avoir travaillé avec 2 collèges en Seine-Saint-Denis qui sont situés à un jet de pierre l'un de l'autre, qui ont l'un comme l'autre, alors c'est le jargon un peu technocratique de l'éducation nationale, mais on appelle ça le même indice de positionnement social. C'est-à-dire, en gros, les gamins, ils viennent à peu près du même milieu social. Et on a regardé les résultats au brevet, donc à la fin de l'année de 3e. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y avait un énorme écart entre ces 2 collèges, alors qu'ils sont situés à 1,5 km l'un de l'autre. Donc même composition sociale, 1,5 km de distance, énorme différence de résultats au brevet. Alors on s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi un tel écart ? Et la statistique, ça ne veut rien dire. Derrière, c'est des vies. C'est des gens qui ne pourront pas choisir leur orientation, qui vont parfois subir, qui vont aller dans des filières où ils ne seront pas heureux, où ils ne vont pas s'épanouir, qui ne vont pas faire les bonnes rencontres. Donc derrière, c'est des choses sérieuses. Derrière le chiffre, il y a des vies. On a regardé, on a creusé, on a ouvert des boîtes. Ça a pris des mois. On a fait un travail de diagnostic avec les 2 établissements, avec les chefs d'établissement, avec les profs, avec les inspecteurs, avec les parents. Et on s'est rendu compte que dans un établissement, il y avait une équipe de professeurs qui était très soudée et qui était là depuis 20 ans. Ils avaient réussi à créer une complicité professionnelle très forte et ils avaient un lien très fort avec les familles. Ils communiquaient avec les parents. Et dans l'autre établissement, celui qui avait des mauvais résultats au brevet, les professeurs souvent étaient très jeunes, assez inexpérimentés et surtout ils partaient au bout d'1 an, 2 ans. Ils étaient mutés là, dans un REP+, donc une zone d'éducation prioritaire, puis dès qu'ils pouvaient, dès qu'ils avaient assez de points, ils partaient. Et donc le sujet c'est quoi ? Et pourquoi on fait ce qu'on fait ce soir ? Le sujet c'est de créer des terreaux de rencontres, des écosystèmes dans lesquels tous nos enfants vont pouvoir faire des rencontres, vont pouvoir échanger, c'est de créer de la complicité, c'est de créer du lien. Et c'est modestement ce qu'on a essayé de faire ce soir. Ce soir, c'est un événement, mais derrière, en fait, il faut continuer à creuser ce sillon, il faut continuer à labourer. Et je vous remercie d'être venus si nombreux et de vous être prêtés à ce jeu, parce que c'est très important pour elles et pour eux. Alors, je vous demande de les applaudir et je vous dis un grand merci. Merci David. C'est à vous maintenant. Avant de laisser rentrer le jury, parce qu'il a donné son verdict, apparemment, que je ne connais pas, personne ne le connaît hormis eux, je voulais vous parler des valeurs de l'association. Je crois qu'il en a été beaucoup question ce soir, ça va être très court. Juste vous dire qu'on travaille à créer de la cohésion au sein d'une génération et au sein d'un territoire, les deux en même temps. Et aussi vous rappeler, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est la force de l'engagement bénévole aujourd'hui. Dans une société où finalement ça manque un peu de sens parfois. Nous, on est des étudiants, des actifs qui donnons un peu de notre temps entre 2 réunions, entre 2 cours. On fait ça parce que justement ça donne du sens un peu à nos semaines, à nos journées, et je pense que c'est vraiment important. Et puis, je pense que ça crée du lien aussi dans une société qui en manque, des orateurs y ont fait allusion ce soir, une société souvent individualiste qui se regarde le nombril. Je pense que c'est important comme message aussi de dire que l'engagement bénévole permet justement de créer du lien dans un terreau comme l'a annoncé David. En tout cas, je ne vais pas être plus longtemps parce que le jury attend, il est là. Donc je vais inviter les membres du jury à nous rejoindre sur scène ainsi que les orateurs, s'il vous plaît. Et on peut les applaudir très fort. Applaudissez s'il vous plaît pour les 10 orateurs. Du bruit, du bruit, du bruit.
Eh bien maintenant, je laisse les membres du jury nous dire ce qu'ils ont pensé de cette soirée et livrer leur verdict. C'était fabuleux. Non, ça fait 3 ans que Ron m'invite à participer à ce jury et chaque année, je suis impressionnée et cette année particulièrement, vous avez été brillants. Vos discours étaient magnifiques, votre élocution était impressionnante. Bravo, en plus exprimé devant 600 personnes, c'est quelque chose. J'étais même pas sûre de pouvoir le faire moi ce soir. Je me suis dit, est-ce que je vais être aussi bon que les participants? Donc bravo, vraiment, c'était vraiment fantastique de pouvoir vous écouter, de pouvoir vous voir briller sous les projecteurs de ce beau théâtre d'Agen. Bravo. Oui, vraiment, bravo, mais bravo, bravo. Moi, j'ai été invitée donc par l'association, mais j'avais pas du tout compris que c'était dans un théâtre, qu'il y avait autant de gens. Et quand je me suis retrouvée devant le théâtre et que j'ai vu comment c'était suivi cette soirée, bah, c'est très touchant, quoi. Et donc, voilà, je réalise à quel point c'était quelque chose de fort pour vous. J'imagine que voilà, vous vous êtes préparés longtemps comme des acteurs. J'ai vu des acteurs ce soir et vraiment bravo, bravo, bravo. J'aurais jamais fait ça à votre âge, mais jamais. Et vraiment jamais, quoi. Et en fait aussi, voilà, et puis de monter sur scène là, comme ça, si comme vous êtes, moi c'est facile, je joue des personnages, c'est pas moi qui suis sur scène. Et là, c'est vous, quoi. Jamais je ferais ça. Oui, mais moi je n'ose pas trop parler, enfin je veux dire, j'ai l'impression de ne pas être au niveau, ça m'arrive de parler devant des étudiants dans des amphithéâtres assez grands, mais là, je ne sais pas quoi faire de mes mains. Mon corps, vous avez joué avec lui, donc je suis embarrassé. Je pense que ça se voit. Et même si je prenais beaucoup de cours, peut-être que j'arriverais à avoir la même éloquence que vous, mais ce qui est sûr, c'est que je ne paraîtrais pas aussi jeune, quoi. Et donc, en fait, le match est perdu d'avance. Et je rends les armes en y ajoutant une mauvaise nouvelle. Agen a perdu 29-30 contre... Donc voilà, c'est une soirée d'humiliation. Voilà. On avait dit qu'on ne parlerait pas d'Agen, on ne parlerait pas du match. On avait dit non, on n'avait pas dit ça. Pas grand-chose à rajouter. Beaucoup de fierté d'abord de participer à cet événement, parce que c'est un événement d'une qualité incroyable. Donc la première chose que moi je ressens, c'est de la fierté. Beaucoup d'émotions pendant, à vous écouter, à voir le travail qu'il y a derrière, le fond et la forme. Et au bout du bout, comme un sentiment d'espoir en fait. Voilà, ça donne beaucoup d'espoir de vous entendre. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à tous les quatre. Et maintenant, nous allons demander à l'un ou l'une d'entre vous de nous dire qui sera 3e, 2e et puis 1er, en tout cas, selon vos critères. Et en tout cas, c'est vous qui avez ce choix-là ce soir entre les mains. On vous écoute. Donc c'est moi qui dois annoncer la 3e personne. Donc c'est Louane Saulnier. Non, vas-y, je me mets à tes côtés. Je suis ton garde du corps. Voilà, vas-y. La 2e sera Sheima Abbassi. Et la première, ou le premier, on ne sait pas tant que j'ai pas donné le nom, hein.
mais c'est Juliette Morel. Encore, s'il vous plaît, encore, pour les 10 orateurs. Encore, s'il vous plaît. Ils ont travaillé très longtemps pour ce soir. Ça va être Excuse-moi. Quand il y a un prix comme ça et que c'est pas un concours d'éloquence, on demande un discours. Mais là, non. Bravo Juliette. Bon, tous les protagonistes de cette belle soirée sont présents sur scène. Il me revient la tâche de conclure. Je voudrais faire des remerciements, quand même, c'est le passage obligé, mais ça s'impose. Je veux remercier les orateurs. Je propose encore une fois qu'on les applaudisse, mais quand même c'est important. Bravo à eux. Ils viennent de tout le département, ils se sont préparés pendant des longues semaines. Leurs proches sont ici ce soir aussi. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont pris la lourde tâche de faire ce classement, malheureusement, même si ça a été difficile, j'imagine. Mais un grand merci aux 4 membres du jury ce soir, s'il vous plaît. Je veux remercier aussi parce que ça dure 2 heures, mais je ne sais pas si vous imaginez le nombre de semaines qu'on a consacré d'heures de réunions Zoom à 21h à peu près. Donc je veux remercier aussi tous les partenaires qui nous ont permis ça, en particulier l'agence Macao aussi qui nous a beaucoup aidés. Je remercie Daniel et Clémence aussi notamment. David, toute l'équipe des rencontres. Isis aussi et toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Et puis le public aussi, vous êtes 600 ce soir, vous pouvez vous applaudir. On sait que certains d'entre vous viennent pour la première fois aux rencontres et c'est important aussi pour nous de le souligner. Je veux simplement passer un petit appel, c'est que là vous voyez nos réseaux, c'est du bénévolat, mais le bénévolat c'est un peu de temps, c'est un peu d'énergie, donc qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus dans notre association et voilà. Il n'y a pas de prérequis. Je sais qu'il y a des adhérents dans la salle d'ailleurs et je les salue. Mais dans tous les cas, je vous invite à nous rejoindre. Et le mot de la fin, j'espère juste, et ça a été dit, comme l'a dit Laurent, que vous repartez avec de l'enthousiasme et que loin de l'image parfois caricaturale de la jeunesse qu'on entend dans les médias, molle, sans idée, feignante. Vous avez eu ce soir une belle image de la jeunesse lot-et-garonnaise et de la jeunesse tout court, qui s'entraide, qui ose rêver, qui est créative. Et j'espère en tout cas que c'est ce que vous retiendrez ce soir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à l'année prochaine.